Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nom que quasiment tout le monde dans la tech connaît. FileZilla. Ah oui, Filezilla. C'est un de ces outils qui donne l'impression d'avoir toujours été là, en fait. Une vraie référence pour les transferts de fichiers. Absolument. Et à partir des tests qu'on a faits, on va essayer de décortiquer ce qui le rend si spécial. Parce que ce n'est pas juste un client FTP parmi des centaines d'autres. Non, son histoire est assez unique. On va évidemment parler de ses fonctionnalités, mais on va surtout se pencher sur son ADN de projet open source et sur une controverse assez fascinante qui a duré des années. Ah, la fameuse histoire des mots de passe. Exactement. Et c'est une histoire qui en dit long sur la philosophie de certains développeurs, une mentalité presque jusqu'au boutiste. Une philosophie qui va un peu à l'encontre de toutes les conventions, oui. Bon, alors, commençons par la base. Pour quelqu'un qui découvrirait l'outil aujourd'hui, qu'est-ce que FileZilla exactement? Alors, à la base, c'est un client pour transférer des fichiers. On le connaît surtout comme client FTP, mais il gère aussi des protocoles beaucoup plus sécurisés, comme le FTPS et le SFTP. D'accord. Et l'un de ses gros avantages, c'est qu'il est gratuit et multiplateforme. Qu'on soit sur Windows, macOS ou Linux, l'expérience est la même. Et juste pour être sûr que tout le monde nous suit, la différence entre tous ces protocoles, FTP, FTPS, c'est une question de sécurité, c'est bien ça? C'est vraiment la différence fondamentale, oui. Le vieux protocole FTP, il transfère tout en clair sur le réseau. En clair, c'est-à-dire? Les identifiants, les mots de passe, les fichiers eux-mêmes, tout est lisible par n'importe qui pourrait intercepter la communication. D'accord, c'est pas très rassurant. Pas du tout. Alors que le FTPS et le SFTP, eux, ils enveloppent toute la communication dans une couche de chiffrement bien solide. C'est un peu la différence entre envoyer une carte postale et un colis blindé. Et FileZilla gère tout ça, ce qui est essentiel aujourd'hui. C'est clair. Et je vois aussi qu'on parle de FileZilla Server. Ce n'est pas la même chose que le client, hein? Non, c'est l'autre côté du miroir en quelque sorte. Le client FileZilla, c'est le logiciel qu'on installe sur notre ordinateur pour se connecter à un serveur. D'accord. FileZilla Server, c'est le programme qu'on installerait sur une machine distante, par exemple sur un serveur dédié chez un hébergeur comme Contabo ou Infomaniac, pour qu'il puisse accepter ses connexions. C'est ce qui permet de créer sa propre destination. Très bien. Donc à l'usage, on retrouve tout ce qu'on attend d'un bon client, hein. Gestion des transferts, pause, reprise, du glisser-déposer. Le gestionnaire de site pour sauvegarder les connexions, la file d'attente, oui, la boîte à outils est très complète. Mais ce n'est pas vraiment ça le plus intéressant. Ce qui est fascinant, c'est sa nature. C'est un projet open source. Et ça, ce n'est pas qu'un détail technique. Ça définit vraiment toute son identité. Le projet est né en 2001, il a été lancé par un étudiant, Tim Cossé, et deux de ses camarades. Ah oui, hein. Et leur choix de le rendre open source au départ, c'était purement pragmatique. Le marché des clients FTP était déjà complètement saturé, et ils se sont juste dit qu'ils n'arriveraient jamais à le vendre. C'est incroyable. Une décision prise presque par défaut est devenue sa plus grande force. Exactement. En le publiant sous la licence GNU-GPL, ils ont rendu tout le code source public. N'importe qui peut le lire, l'auditer, le modifier. Pour un logiciel qui manipule des données parfois sensibles, c'est un gage de confiance qui est énorme. On sait ce que le programme fait, il n'y a pas de boîte noire. Tout à fait. Et ce n'est pas resté un petit projet étudiant dans son coin. Le fait que l'État français, par exemple, le préconise dans sa liste de logiciels libres pour ses administrations, ça c'est un sacré label de qualité quand même. Ah oui, c'est une reconnaissance institutionnelle très forte, et elle découle directement de ce modèle open source. C'est ce modèle qui a permis de bâtir une communauté très active. C'est-à-dire? Si on va voir sur le site du projet, on voit que ce sont des contributeurs du monde entier qui s'occupent des traductions, qui remontent les bugs sur le suivi public, qui s'entraident. C'est cette force collective qui l'a fait tenir plus de 20 ans sans une grosse entreprise derrière. Nature ouverte qui rend la suite de l'histoire encore plus surprenante. Presque paradoxal. On en arrive à la fameuse controverse. Oui, la controverse sur la sécurité des mots de passe. Pendant des années, FileZilla a fait un truc qui aujourd'hui paraît juste impensable. Il stockait les mots de passe des utilisateurs en clair. Oui, dans un simple fichier XML sur l'ordinateur. Attends, en clair. C'est-à-dire que n'importe quel programme ou n'importe qui ayant accès à la machine pouvait ouvrir ce fichier et... Lire tous les mots de passe. Exactement. Tous les identifiants, tous les mots de passe de tous les serveurs enregistrés. Noir sur blanc. Mais c'est une faille de sécurité béante. Comment un projet aussi reconnu, aussi solide, a pu laisser passer une chose pareille? Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. Ce n'était ni un oubli, ni une erreur. Comment ça? C'était un choix. Une décision philosophique. Totalement assumée par le développeur principal, Tim Cossé. Un choix... Mais c'est indéfendable. Comment on peut justifier une pratique pareille?
On pourrait le croire, mais sa logique était à sa manière très cohérente, d'un point de vue purement technique en tout cas. Alors, explique-moi, parce que là, j'ai du mal à suivre. Il partait d'un principe simple. Si un logiciel malveillant est déjà installé sur l'ordinateur de l'utilisateur, la bataille pour la sécurité locale, elle est déjà perdue. D'accord. Et donc, chiffrer les mots de passe à ce stade, ça ne ferait que donner une fausse impression de sécurité. Une fausse sécurité, en quoi? Son raisonnement tenait en 3 points. Premièrement, un malware sur la machine, il peut juste écouter le trafic réseau, si l'utilisateur se connecte en FTP simple. Hmm. Le mot de passe passe en clair sur le réseau de toute façon. D'accord. Le malware n'a qu'à le cueillir à ce moment-là. Le fait que le fichier soit chiffré sur le disque dur ne change absolument rien. D'accord, ça, c'est le risque du protocole lui-même. Logique. Deuxièmement, un malware un peu plus malin, un keylogger, il enregistre tout ce qui est tapé au clavier. Ah oui. Il va donc capturer le mot de passe au moment où l'utilisateur le tape, bien avant que FileZilla puisse faire quoi que ce soit avec. Donc le mal est déjà fait, je vois. Et troisièmement, l'argument massu. Un programme malveillant, il peut lire directement la mémoire vive, la RAM, du processus FileZilla. Comment ça? Pour que le logiciel puisse se connecter au serveur, il est bien obligé, à un moment ou un autre, de déchiffrer le mot de passe et de le charger en mémoire, en clair. Le malware n'a qu'à aller le chercher là. Je vois. Donc, pour lui, chiffrer le fichier de mot de passe, c'était juste un rideau de fumée. Un peu comme mettre une porte au blindé sur une cabane en paille. C'est exactement l'idée. Sa philosophie, c'était que ce non-chiffrement volontaire, ça servait à responsabiliser l'utilisateur. À le responsabiliser. Ouais, à le forcer à comprendre que la vraie sécurité, ce n'est pas de cacher un secret sur une machine qui est déjà compromise. La vraie sécurité, c'est de protéger sa machine contre les malwares et surtout d'utiliser des protocoles sécurisés comme le SFTP ou le FTPS. Il voulait que les gens se concentrent sur les vrais dangers, en fait. C'est ça. Je comprends la pureté de la logique technique, mais humainement, c'est une position très, très dure. C'est presque dire à l'utilisateur « Tant pis pour toi si ta machine n'est pas une forteresse ». C'est le cœur du débat. Ce n'était pas tant du mépris qu'une sorte de purisme technique. Une tentative, peut-être un peu maladroite, d'éduquer par la contrainte. On imagine que la communauté des utilisateurs n'a pas vraiment apprécié. Pas du tout. Et face à des années et des années de critiques, cette ligne dure a fini par fléchir. Ils ont donc fini par céder. Comment ça s'est passé, cette évolution? Ça s'est fait par étapes. La première tentative pour calmer les esprits, c'est l'arrivée d'une mise à jour qui introduisait un encodage des mots de passe en base 64. Base 64. Pour le non-initié, ça sonne technique, ça peut sonner sécurisé. C'était une vraie solution? Alors là, pas loin du monde. Et il faut être très clair là-dessus, le base 64, ce n'est absolument pas du chiffrement. Ah, Utiliser le base 64 pour la sécurité, c'est un peu comme écrire son mot de passe en verlan et penser que c'est un code secret. l'image est parlante. C'est juste une autre façon de l'écrire. Le chiffrement, c'est un processus mathématique conçu pour être irréversible sans une clé. L'encodage base 64, c'est une simple transformation de format, réversible en une demi-seconde par n'importe quel outil en ligne. Donc ça ne protégeait rien du tout. Zéro. Ça rendait juste le mot de passe illisible à l'œil nu dans le fichier. C'était une mesure purement cosmétique. Un pansement sur une jambe de bois, en gros. La philosophie du développeur était encore bien là. Et après, ils ont fini par proposer quelque chose de sérieux, j'imagine. Oui, le grand tournant, c'est en 2017, avec la version 3.26.0. C'est là que le projet a fait sa plus grande concession et a introduit un système de mots de passe maître. Ah, le fameux mot de passe maître. Le mot de passe unique qui protège tous les autres. Comment ça marche concrètement? Alors, là on passe à une approche beaucoup plus robuste et moderne. C'est la norme aujourd'hui. L'utilisateur choisit un mot de passe, le mot de passe maître, qu'il est le seul à connaître. Et ce mot de passe n'est jamais stocké tel quel. D'accord. Il sert de base pour créer une clé de chiffrement très très complexe. Et comment on passe d'un simple mot de passe à une clé si complexe? Le logiciel utilise des techniques modernes. D'abord, il combine le mot de passe avec une donnée aléatoire qu'on appelle un sol. Le sol, si je me souviens bien, ça permet de s'assurer que même si deux personnes choisissent le même mot de passe maître, les clés finales seront complètement différentes. Précisément, ça empêche tout un tas d'attaques. Ensuite, ce mélange est passé dans une sorte de moulinette mathématique, une fonction qu'on appelle d'étirement de clés, comme PBKDF2. Et le but de cette fonction, c'est de rendre le calcul volontairement très lent et gourmand en ressources, c'est ça? Pour décourager les attaques par force brute. C'est exactement l'objectif. Ça rend toute tentative de deviner le mot de passe par essais successifs extraordinairement longue et coûteuse, donc quasi impossible en pratique. Et c'est seulement après tout ça qu'on a la clé. C'est seulement à ce moment-là qu'on obtient une clé de chiffrement solide,
Et c'est cette clé qui va servir à chiffrer tous les mots de passe des serveurs avec un algorithme très fort, l'AES 256, qui est le standard de l'industrie. D'accord. Donc on est passé du Far West du mot de passe en clair à une forteresse numérique. C'est un virage à 180 degrés. C'est un virage complet, oui, mais qui garde une petite trace de la philosophie d'origine. Le logiciel propose enfin une solution de chiffrement robuste qui répond aux attentes. Mais il le fait d'une manière qui demande une action de l'utilisateur. C'est-à-dire? Il faut choisir ce mot de passe maître. Il faut s'en souvenir. La sécurité n'est pas totalement magique et invisible. Elle demande une petite implication. C'est une sorte de compromis intelligent entre les deux philosophies. Alors si on fait le bilan de toute cette histoire, que faut-il retenir? FileZilla, c'est bien plus qu'un simple outil gratuit. Ah oui, C'est l'histoire d'un projet open source, né un peu par hasard, qui a campé sur une position très puriste sur la sécurité, au point d'aller complètement à contre-courant des attentes générales. c'est un cas d'école parfait. On voit vraiment un conflit entre les sécurités perçues par l'utilisateur, je ne veux pas voir mon mot de passe en clair, et la sécurité réelle, telle que l'analysait le développeur. Le vrai danger n'est pas ce fichier, c'est votre machine et le réseau. Et pendant des années, ces deux visions se sont affrontées de manière assez frontale. Exactement. Et au final, cette évolution, ce compromis, ça illustre parfaitement la dynamique d'un projet open source qui réussit, non? Tout à fait. Ça montre comment un projet peut s'adapter avec le temps. Il y a eu une longue résistance, basée sur des principes techniques défendables, puis une prise en compte des préoccupations légitimes de la communauté. Et à la fin, on a une solution qui réconcilie les deux mondes, Elle protège les données efficacement. tout en continuant d'une certaine manière à éduquer l'utilisateur sur le fait que la sécurité, c'est aussi sa responsabilité. Finalement, cette histoire, elle soulève une question beaucoup plus large, qui dépasse FileZilla. Quelle est la responsabilité d'un développeur? Est-ce qu'il doit protéger l'utilisateur contre lui-même en lui cachant la complexité au risque de masquer les vrais dangers? Ou au contraire, est-ce qu'il doit le forcer, parfois un peu brutalement, à comprendre où se situent les véritables risques?